On tient à remercier Best Buy, fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio de la Commission athlétique. Au fond des filets. Au fond des filets. Le podcast. C'est l'heure du bilan de fin de saison, fin d'année, je sais pas trop comment l'appeler. C'est la transition année après année. On le faisait à l'époque au FC 919. On a décidé de garder le partnership en vie en 2024 pour le, je pense, 8e bilan de l'année. Il y en a eu quelques-uns, surtout dans l'univers du CF Montréal. On va faire ça avec Sidney Faux. Sid, comment ça va? Ça va super bien, on est très content de maintenir cette belle tradition des fêtes. Mais c'est-tu moi ou on a l'impression qu'on en a vécu aux 2-3 mois des bilans cette année? Oui, beaucoup de bilans, effectivement, mais celui-ci me tient à cœur particulièrement parce que ça fait maintenant 4 ans, je pense, qu'on le fait, toi et moi. Et lorsque tu m'as appelé pour parler de la possibilité de venir au fond des filets, je me suis dit, écoute, ça me ferait plaisir, mais j'aimerais venir pour qu'on fasse notre bilan et que ça reste une tradition. Je pense que les partisans aiment beaucoup cette revue de l'année. Et puis, quand tu m'as dit bilan, fin de saison et directement, moi, j'ai pas pensé au CF Montréal, mais j'ai pensé à mon émission préférée dans la télé québécoise, qui est Infoman. Et je me suis dit, ok, je vais me faire un bon défi. Mois après mois, qu'est-ce que j'ai retenu comme actualité foot? Et j'aurais dû y penser bien avant, comme l'équipe d'Infoman, parce que j'ai eu de la grosse misère à faire l'exercice. Mais non, je pense qu'on va avoir du fun. Ouais, tes entrevues avec M. Legault, il faut que ça se fasse en juillet. Exact. Sinon, tout le monde va se garocher à la fin. Je suis curieux, ça a-tu représenté quelque chose pour toi, ces émissions-là, les Bye Bye Infoman, quand t'es arrivé? Ouais, c'est d'un point de vue de la culture québécoise, c'est une bonne façon pour une personne comme moi qui va pas non plus trop regarder la télévision. Donc parfois j'en perds dans les sketchs, mais ça me donne aussi le goût de fouiller un petit peu plus pour comprendre la joke, puis mieux l'évaluer si elle était bonne ou pas. Mais non, c'est vraiment essentiel. Et puis c'est un des rares rendez-vous. Le sport, on a la chance avec le sport d'avoir ces rendez-vous en direct qui font qu'on est encore les rares personnes, même si on est des millions à regarder, de vivre des événements simultanément. Et c'est de plus en plus rare aujourd'hui, que ce soit à la radio, à la télévision, il n'y a plus de ces grands rendez-vous, de ces rituels. Et Infoman, Bye Bye, restent ces rituels-là. Et c'est important de les vivre. Et puis effectivement, pour la culture, oui. Bon, on va essayer d'y aller mois par mois, puis on va essayer d'y aller de la manière la plus concise possible. Juste pour info, habituellement, ce qu'on faisait, c'était l'émission pour la radio, puis on en faisait 2. On faisait un bilan du CF Montréal qui durait pas loin d'1 heure, puis un bilan du soccer à l'international qui durait pas loin d'1 heure. On a à peu près la moitié du temps. Fait que là, on va faire des choix, mais on a un problème pour commencer à faire des choix parce que le premier élément notable est arrivé le 8 janvier. Ça ne nous donne pas beaucoup de lousse en début d'année pour essayer de passer vite sur le premier mois. Mais Laurent Courtois qui débarque le 8 janvier, avec le recul, j'ai l'impression que ça fait 7 ans qu'il est là parce qu'il s'est tellement passé de choses au CF Montréal depuis. Mais c'était quand même assez enthousiaste, merci, là, quand il est débarqué parce que c'était un retour à, entre guillemets, la belle époque, ce qui veut dire pré-2023. Exactement, ce que je me suis souvenu. Écoute, les lunes de miel, par définition, c'est éphémère, mais de replonger dans son arrivée, ça m'a fait penser à quel point justement, il y avait un optimisme, il y avait ce retour à la belle époque. On sait qu'il vient du crew de Columbus et on avait peut-être envoyé Losada sous le bus, mais on se disait qu'avec un Laurent Courtois, c'était justement le retour d'un jeu et d'un football et aussi d'une communication enthousiasmante. Donc, il y avait quelque chose qui était très, très, très positif du côté de Laurent Courtois. Je parle quand même au passé parce qu'effectivement, c'est arrivé en janvier, mais on a vu avec l'année que finalement, déjà, c'était pas Wilfried Nancy, et c'est correct, mais on était peut-être sur une espèce d'optimisme un petit peu farfelu relativement à un jeune coach qui doit faire ses marques dans une organisation qui était en changement, en transition, et effectivement, ça n'était pas forcément été l'année qu'on aurait cru, le conte de fées qu'on aurait cru du côté de Laurent Courtois, mais il y avait un enthousiasme en janvier, et on l'attendait, parce que ça faisait un moment que le processus de recherche à l'époque par Olivier Renard et Vassili Kremenzidis. Puis le bilan de fin de saison, c'est ça qui avait
crever l'abcès à quelque part. Tout le monde s'attendait à voir certains joueurs peut-être défendre Hernan Losada. Finalement, ça a été tout le contraire. C'est un manque de communication. Olivier Renard qui dit « Je vais devoir faire un audit, faire mes recherches. » À partir du moment où tu dis que tu vas faire tes recherches, tu vas sonder qui? Samuel Piette qui est là, qui dit qu'il y a des problèmes de communication. Victor Wanyama qui est pas content puis qui veut s'en aller. T'avais qui d'autre qui était là à ce moment-là? T'en avais plusieurs. Là. Essentiellement, les seuls qui s'étaient plaindre, c'est peut-être le mauvais mot, mais c'était Mathieu Choinière, qui était MVP, puis lui, il était bien content d'avoir... C'était les récipiendaires des prix de l'année qui, eux, étaient assez contents d'être là. Ouais, j'ai mon trophée, là, c'est correct. Je vais pas me plaindre de l'Académie quand j'ai mon Oscar. C'est un petit peu ça qui s'est passé. Hey, je suis curieux, tu viens de dire quelque chose. On s'est rendu compte que Laurent Courtois n'est pas Wilfried Nancy, puis là, je fais bien attention, là, c'est pas une critique. Moi, je pense que Wilfried Nancy, c'est 5 années comme entraîneur adjoint sur un banc de MLS à Montréal. On a sous-estimé leur impact. Je pense qu'on a sous-estimé peut-être l'apport des adjoints puis la présence d'un Kwame Ampadu, par exemple, comme vétéran entraîneur qui a joué en Premier League, qui est capable de mettre son pied à terre ou de servir de tuteur pour un coach qui était vert lui aussi, Wilfried Nancy. Mais si tu as un ou deux éléments à isoler qui sont la différence entre Laurent Courtois et Wilfried Nancy, avec le recul, là, on a 1 an de recul, ce serait quoi? C'est certain que c'est la connaissance de l'organisation. La maison. La maison. C'est très sous-estimé à quel point Wilfried Nancy savait dans quoi il mettait les pieds. Puis, t'es un des rares à le rappeler, mais Wilfried Nancy a déjà été mis de côté par le CF Montréal, puis il a été rappelé par Thierry Henry. Donc, c'est par Rémi Garde, excuse-moi. Oui, c'est une personne qui connaissait très bien la maison, arrivait à naviguer parfois au trouble, et je pense que ça lui a beaucoup servi. Cette position aussi d'entraîneur adjoint fait que tu as beaucoup plus l'oreille des joueurs. D'un point de vue humain, tu les connais beaucoup plus. Et pour Laurent Courtois, ça a été aussi un défi, notamment par rapport aux égos. On a vu avec les joueurs un peu plus expérimentés que ça a été un peu plus compliqué et à tout niveau. C'est pas forcément des clashs comme avec Joseph Martinez. C'est aussi des clarifications comme avec Victor Wanyama. C'est aussi des gestions des attentes comme avec Lassiter ou Rouen. Et on a vu que sur l'année, il y a eu ce gros défi chez les vétérans, puis aussi peut-être chez les jeunes, parce qu'on parle des chances qui auraient été données à des Rida Zouhir, par exemple, à des joueurs qui sont partis en prêt sans forcément nécessairement que ce soit très bénéfique pour le CF Montréal. Il y avait beaucoup à apprendre. Et surtout, pour Laurent Courtois, de ses propres mots, la gestion des médias. Ouais. Je pense que Wilfried Nancy, lorsqu'on parle de la maison, c'est surtout même l'écosystème, parce que c'était le fruit de notre football, donc il savait où il était. Et même là, je te dirais que tu sais, Wilfried Nancy a été soulagé à quelque part de s'en aller à Columbus, où il y avait moins d'attention médiatique. Je pense qu'il aurait été capable de continuer de gérer pendant une dizaine d'années à Montréal. Il aurait pris encore plus d'expérience. Mais même lui, connaissant la place, je pense qu'il s'est senti assez taxé, merci. Imagine un gars qui arrive et qui ne sait pas... à quoi ça ressemble la couverture c'était beaucoup plus compliqué comme tâche, avec aussi l'attente de ce renouveau suite au départ d'Hernan Losada. Et ça, c'est sur l'aspect, on va dire, un peu hors football, même si je parle aussi de gestion de l'humain et de la tête. Par contre, sur l'aspect sportif, autant en off, j'ai eu des super belles conversations avec Laurent. On parle foot, il n'y avait aucun problème à parler foot. Autant lorsque j'étais dans la position médiatique de lui poser des questions, c'était vraiment compliqué de vraiment déceler ce qu'il voulait mettre en place et qui nous livre un peu sa vision du foot. Et sur ça, Wilfried a toujours été très bon joueur. Je trouve que quand c'était vraiment des questions tactiques, en tout cas des choses qui vont plus me parler, toujours été bon joueur, sachant qu'il ne veut pas non plus rêver. Avant ou après coup? Es-tu capable de te... Parce que moi, j'ai jamais eu l'impression, puis j'adore Wilfried, là, mais j'ai jamais eu l'impression qu'il donnait un coup de main à qui que ce soit pour comprendre ce qui s'en venait. Par contre, une fois que ça avait été fait, il était extraordinaire pour t'expliquer a posteriori c'était quoi l'idée derrière. C'est un bon point. Et c'est peut-être plus après qu'avant, parce qu'effectivement, il y avait... Essaye d'avoir un line-up de Wilfried Nancy, puis moi, j'ai beau avoir une relation correcte avec lui, il ne donnera jamais. Impossible. Je pense que c'est français. Parce que... Ah oui? Garde, Henry, pour toi. Ouais, mais ils ont tous coaché à Montréal aussi, là. Effectivement, simplement que je pense que dans les relations médias en France, c'est très différent. Le rapport avec les médias est très différent. J'essaie de penser de tous les autres broadcast calls. Tu sais, les plus généreux, Jim Curtin, Vanni Sartini,
Au Colorado, là, il vient d'être intronisé au Temple de la Renommée, Chris Armas. Et il te le donne. Là. C'est juste s'ils disent pas au mois de juillet, là, ça va être lui mon gardien partant. C'est à ce point-là, livre ouvert. Non, c'est tout à fait vrai. Ici, c'est toujours mais le je pense contraire. que c'est un défi, beaucoup, et surtout, comme pour toi, dans ta position, que ce soit à Apple ou au RDS, de leur faire comprendre qu'en tant que diffuseur officiel, vous avez besoin des line-up parce que, simplement, c'est pour mieux travailler et mieux faire le travail. C'est pas une question c'était pas de la curiosité mal placée, mais c'était un défi. Puis pour Laurent Courtois, je pense que ça aussi, je crois que s'il est capable pour l'an prochain, ce que je lui souhaite, de mieux communiquer ce qu'il veut mettre en place, pourquoi il fait certains choix, et toujours, je pense, avec une bienveillance, parce que parfois il a eu des mots un petit peu durs pour ses joueurs. Je crois qu'il gagnerait énormément, parce qu'il a un capital sympathie énorme. Je pense que ce qu'on a vécu autour du 8 janvier, c'est vrai, c'était réel, c'était authentique, et je pense que les gens ne demandent qu'à l'aimer, d'ailleurs ils l'aiment, et je pense qu'ils peuvent l'aimer encore plus avec justement cette communication. Moi, j'ai hâte de voir au camp d'entraînement. J'ai hâte de voir si la posture va avoir changé, parce que là, c'est un gros vote de confiance, puis je te confirme, il va falloir embrayer. C'est pas un reproche envers toi, mais on est rendu au 8 janvier encore, là, puis on a commencé au 8 janvier. Non, mais j'ai hâte de voir l'an prochain, parce que là, on y reviendra tantôt, mais il y a plusieurs membres du staff qui sont plus là. Pour moi, c'est un vote de confiance envers Laurent Courtois qui a été mérité. La fin de saison a été super excitante, mais la relation avec les médias, je pense pas qu'on a... Tu sais, on dit souvent par les médias, mais après ça, les médias sont ceux qui vont amplifier ton message puis qui vont choisir de l'appuyer ou des fois dire, ben, tu sais quoi, moi, je ne vais pas me casser la tête pour essayer de comprendre ce que tu voulais dire. Je vais me concentrer sur une autre histoire ou juste le dire comme je l'ai entendu. Bref, c'est subtil, mais je pense que ça a un gros impact sur comment tu vas rejoindre ton public, tes fans, tes joueurs aussi, parce que tu peux communiquer à tes joueurs à travers les médias. J'ai hâte de voir ça va être quoi la posture de Laurent Courtois, parce que tu n'es plus obligé d'avoir une opération charme, mais en même temps, est-ce que tu veux entretenir cette relation-là, ce bénéfice du doute que Courtois avait en début d'année? C'est juste un petit truc particulier. Si Courtois avait, comme il voulait, donné le brassard de capitaine à Joel Waterman plutôt qu'à Samuel Piette, en milieu d'année, la perception du public pour lui est quoi? Elle est négative parce que forcément Piette c'est l'enfant du pays et on peut comprendre qu'il souligne les qualités de leadership de Waterman. D'ailleurs son dernier contrat montre à quel point l'organisation compte sur l'international canadien. Néanmoins, ça fait partie des faux pas, je pense, dont son manque de connaissance de l'écosystème traduit. On a peut-être manqué d'accompagnement pour un Laurent Courtois, même si il a sûrement vu des choses qui justifient sa décision. Ah non, Samuel Piette, tu touches pas à son brassard comme tu touches pas au brassard de Capi Bernier. C'est des choses qui sont des pièces essentielles de notre rapport avec ce club. Donc pour le coup, mais au-delà de la posture, parce que ça c'est très intéressant, Oli, moi je pense que c'est aussi la clarté dans l'organisation, parce que on se projette un petit peu à l'été. Il y a eu tellement de mouvements et j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est une organisation sur laquelle Laurent Courtois a un peu plus sa patte et qui comprend mieux, avec des gens aussi qui semblent mieux l'épauler. Et je crois que ça va aussi, je pense, enlever un poids sur les épaules. Parce que beaucoup de ce que je dis n'est pas forcément de son propre fait à Laurent Courtois. Il avait l'impression qu'il avait mis le pied dans la maison des fous. Et c'est un peu normal parce que ça a tellement bougé en 2024 que lui aussi, ça a dû l'affecter et se demander, est-ce que j'ai pris la bonne décision de venir au CF Montréal? Wilfred Nancy lui avait dit « Enjoy the ride, attache ta tuque ou buckle up. » Buckle up! C'était pas pour rien. Hey, pendant ce temps-là, de l'autre côté de l'Atlantique, ça semble faire une éternité de ça, mais il y a Jürgen Klopp. Là, avec le recul, on se dit, c'était pas si grave que ça, le départ de Jürgen Klopp, mais c'était la fin du monde à Anfield quand on a su que la saison 2023-2024 serait la dernière de Klopp à Liverpool. Très juste. Slot fait un super travail. Liverpool caracole en tête en Ligue des Champions et en Première Ligue. Mo Salah qui est favori pour le Ballon d'Or. C'est très bien, sportivement. Mais je pense que c'est important quand même d'en parler. C'est rare des coachs qui mettent autant de temps dans un club à ce haut niveau. Et c'était des années aussi qui étaient très intenses dans sa rivalité avec Guardiola. Footballistiquement, il a apporté énormément avec le game pressing, genre comme ses
ses principes de jeu très verticaux et qui ont fait de Liverpool une équipe extrêmement excitante à regarder. Et je vais aussi m'attarder sur les raisons de son départ, cette forme de lassitude, de fatigue. Et je pense que c'était aussi l'année où la santé mentale dans le football a enfin fait son arrivée, et de voir qu'il avait besoin, voilà, vraiment de faire stop, d'appuyer sur le bouton pause. Je trouve que c'était très intéressant, parce que quand une personnalité aussi, on va dire, rock'n'roll que Klopp te montre de la fragilité, de la vulnérabilité, qui est en fait du courage surtout. Ouais. C'est important. C'est important pour beaucoup de personnes. Donc, voilà, je pense que c'était important de parler du départ de Klopp, même si, comme tu le dis, sportivement, ça va tellement bien à Liverpool que... Voilà. C'est incroyable. Mais tu sais quoi, il n'y a pas juste le moment où Klopp dit « Moi, ça fait longtemps que j'y pense, puis là, ça va être ma dernière saison ». Il y a tous les commentaires de gens qui l'ont croisé ou qui ont vu des photos. Ça faisait un mois et demi qu'il était, entre guillemets, en vacances après la saison, puis il avait l'air d'avoir rajeuni de 10 ans. Tout le monde disait, il y a une énergie qui est nouvelle, c'est difficile, c'est pas palpable, mais ça se sent. Ça confirme que le gars était usé de chez usé, mais c'est juste, la seule chose qui lui manquait, c'est une cape. Les photos des présidents lorsqu'ils arrivent à la Maison-Blanche et quand ils sortent de la Maison-Blanche, c'était vraiment ça, Klopp à Liverpool. T'avais l'impression que... Et c'est normal, ils sont dans une 60aine de matchs, il a perdu un championnat, je pense, avec 98 points ou quelque chose comme ça. Tu te rends compte à l'intensité de la rivalité avec City, et même sur la scène européenne où il a été champion d'Europe, il aurait pu aussi peut-être l'être plusieurs fois. C'est épuisant, c'est usant le très haut niveau, et crédit à lui, parce que c'est un des rares. Il n'y a plus vraiment beaucoup de personnages comme ça dans le football, donc voilà, il va nous manquer. Ouais, tu parles de prendre un coup de vieux. Il y a une couple d'entraîneurs qui ont grisonné aussi en arrivant au CF Montréal. Je nomme personne, mais ça arrivera dans des laps beaucoup plus courts. Hein? Oui, c'est ça. Ça arrivera pas à Laurent Courtois, et c'est pour des raisons que je comprends parfaitement. Février maintenant, Coupe d'Afrique des Nations, ça aussi, ça semble faire une éternité. On est sur la prochaine déjà. Vraiment, ouais, on prépare celle du Maroc, mais c'était la CAN du siècle. Tout simplement, et je le dis avec beaucoup d'humilité, en tant que originaire du Cameroun, et je reconnais à mes frères et cousins de la Côte d'Ivoire, c'est la belle famille, que vous avez vraiment fait une superbe CAN après la nôtre, et on a tellement eu du fun. Je te dis, Oli, comme je t'en parle tous les 2 ans, un fun incroyable. Tous les jours, il y avait des histoires, il y avait sur les terrains, en dehors, d'un point de vue culture. C'est incroyable à quel point la CAN, année après année, et depuis, je pense, à grosse médiatisation, depuis que Canal et beIN aussi ont mis beaucoup la lumière sur cette compétition, sur cette très très belle compétition. Un fun de fou, et de penser au parcours de la Côte d'Ivoire, éliminé quasiment jusqu'à la dernière seconde, et un but par rapport dans le match du Ghana, où le gardien, au lieu de prendre un ballon dans ses mains, il décide de faire un contrôle, le rate, corner, but sur le corner qui suit. Ce but-là qualifie la Côte d'Ivoire, qui avait déjà viré son coach durant la compétition, change de coach, va jusqu'au bout avec des matchs incroyables en prolongation, penalty, tout ce qu'il faut pour que comme le peuple ivoirien célèbre sa coupe. Non, c'était vraiment une grande partie de plaisir et un gros fun. La Coupe d'Afrique des Nations, ça me rappelle toujours l'expression selon laquelle l'environnement est toujours plus fort que la bonne volonté. Tu sais, c'est des gars qui sont dans les plus grands clubs au monde, c'est tous des pros, c'est tous des gars qui sont formés, pour pas dire formatés, de manière très cérébrale maintenant. Tu sais, c'est pas les compétitions d'il y a 50, 60 ans où tu disais en Amérique du Sud, c'est comme ça, en Afrique. C'est pas mal plus uniforme maintenant, et pourtant, tu débarques à la Coupe d'Afrique des Nations, il y a une switch qui vire, c'est comme si on revient à une ADN africaine où tout peut arriver à tout moment. Puis je dis ça là, dans le sens le plus positif du terme, là, parce que c'est tellement divertissant. Mais t'as tellement raison, il y a un folklore, et puis pour moi il est assumé. D'ailleurs, on a vu d'abord un très bon niveau de football. Je crois que c'était le mix entre justement beaucoup de joueurs qui sont formés en Europe et ceux en Afrique, parce qu'il y avait beaucoup d'équipes d'Afrique australe où les joueurs jouent beaucoup en Afrique du Sud notamment. On sait aussi que les Égyptiens jouent énormément en Égypte. Donc il y avait ce bon mix entre foot avec une forte identité africaine et ce que t'amène aussi le foot européen. Et ce mix-là fait aussi qu'on voit des choses qu'on ne voit plus. Je t'en parlais à l'époque, des frappes de loin. Ça n'existe plus dans le foot européen. Donc on frappe plus de loin parce qu'on a démontré que c'est la zone 14 et ici
il faut mettre dans le demi-espace, que patati patata, on veut maximiser son XG, puis c'est le football européen. Non, en Afrique, t'as 30 mètres, si tu vois une ouverture, tu frappes. Et ça fait lucarne, et tout le monde pète tes plombs parce que c'est magnifique, et c'est ce qu'on veut aussi du football, c'est aussi du dribble pour du dribble, c'est plein de... c'est des gestes aussi, c'est ce physique-là qui manque, toi qui étais bercé à la Première Ligue, parfois tu dois dire, oh, comment, lève-toi là. Ouais. Puis ben, genre comme en Coupe d'Afrique, ben, tu l'as, ce gros coup d'épaule, ou ce tacle appuyé, parce qu'il faut sacrifier pour la nation, et ça prend des dimensions incroyables avec, on peut demander à Steven Moreira, qui a fait un parcours fou avec le Cap-Vert, genre comme lui, je lui ai posé la question, il venait d'être champion avec Columbus, il me dit, ça se compare pas à ce que j'ai vécu avec le Cap-Vert. Donc c'est ça la Coupe d'Afrique, et non, c'était un gros fait. Février, c'est un peu moins trippant pour Paul Pogba. Descente aux enfers complète de l'étoile française, suite de décisions catastrophiques. Comme si les affaires de Marabout, c'était pas assez. Et son retour raté à la Juventus, et aussi, je pense que c'est intéressant parce que c'est une suite de très très mauvaises décisions qui ont fait que c'est un joueur que tu croyais continuer à très haut niveau pendant longtemps, mais tomber vraiment dans les enfers. Il y a ses affaires personnelles, donc comme on parlait du maraboutage, mais aussi ses affaires au niveau de séquestration, de braquage potentiel et autres qui sont en ce moment en justice. Mais j'enlève rien à ça, c'est vraiment terrible ce qu'il a vécu d'un point de vue personnel, mais moi je me reviens quelques temps un petit peu à l'époque où il était encore avec Raola avant sa mort, et son reportage documentaire sur lui-même qui filme sa dernière année à Manchester, et tu vois un joueur mais déconnecté de la réalité, et puis je suis pas surpris qu'il décide de s'auto médicamenter avec un produit genre comme sorti d'ailleurs, alors que son propre médecin ne lui a pas recommandé de le faire, et puis c'est stupide de sa part, mais effectivement comme c'est un produit dopant, finalement le TAS a révisé sa suspension, mais c'est un joueur qui aurait pu être tellement, et à l'image de beaucoup malheureusement de jeunes talents français, parfois cet accompagnement, cet entourage les empêche pleinement de montrer voilà, tout ce qu'ils sont capables de faire, et parfois simplement aussi c'est eux-mêmes qui sont pas concentrés sur leur carrière de foot, veulent être plus ou autre. Moi je reproche pas d'être plus, ça je reproche jamais, mais le foot doit rester quand même la priorité. Et pour Pogba, finalement, ça l'a pas été. Quand il y a eu cette révision-là de la suspension, plusieurs ont parlé de la MLS. Ça donnerait quoi si on claquait des doigts, là, puis Paul Pogba débarquait en MLS? D'un point de vue distraction, je pense que ce serait peut-être... C'est une bonne chose, là, parce que moi, je peux me distraire avec des séries Netflix, et je peux aussi... mais pour lui, je pense que c'est ça aussi, genre comme cette obsession pour les États-Unis, Miami. Enfin, les Français sont tellement dans cette culture-là américanisée que je sais pas à quel point, justement, ce serait une bonne chose pour lui. Je crois qu'il a encore à offrir au foot européen, mais je crois que dans cette volonté à lui d'être un peu starifié, oui, c'est un championnat qui est tout fait pour lui. Il jouerait où? On s'entend que tu l'envoies pas à Cincinnati. Non, il jouerait au Soleil, mais ce serait intéressant de voir où il pourrait moi, je suis allé une fois au Minnesota, puis il faisait beau. Là, je me demande. Puis attention, Giroud, c'est un but en 10 matchs. C'est pas non plus l'Eldorado pour tout le monde, là, le joueur en MLS. Giroud, sa plus grande qualité comme attaquant, c'est pas de marquer, là. Je me serais quand même dit qu'en MLS un peu plus, mais même s'il a beaucoup marqué, j'ai beaucoup d'admiration pour le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, là. C'est ça, au volume. Mais bonne question, parce que finalement, Orlando, tiens. Ça, je m'attendais pas à ça. Orlando, je savais que tu l'envoyais pas à Austin ou Houston, là, mais Orlando. Je serais curieux de savoir s'il y aurait quelque chose à faire avec Disney là-dedans, j'ai l'impression. À cheval sur février-mars, c'était le début de saison du CF Montréal, qui a fait une bonne partie de sa préparation à Orlando, justement. On a fini par l'oublier, mais c'était quand même un début de saison extraordinaire, surtout sur la route. Tu commençais avec ce que Laurent Courtois a appelé un mini-championnat de 6 rencontres. C'était un défi particulièrement important parce que l'année d'avant, tu as été catastrophique sur la route avec Hernan Losada, même si à domicile, tu étais quand même assez solide. C'est quand même un peu dommage qu'on n'ait pas été capable de garder le cap de ce début de saison-là, principalement en raison des blessures, mais on était quand même bien parti. Tu sais, tu parlais de lune de miel, là, ça a dépassé le camp d'entraînement. J'ai cru que tu allais dire à cause d'un coup de vent. À Chicago? Ça a déraillé à ce moment-là, même si c'est anecdotique. Tu mènes 3-1, il reste 8 minutes. Raheem Edwards se fait expulser, tu perds 4-3 sur ce qui était
un dégagement vers les estrades. Tu sais, t'as jamais vu un gars marquer un but plus exceptionnel que ça sans jamais vouloir faire ça. Là. Et il te garoche ça. C'est une diagonale. Il envoie une diagonale à peu près du milieu de terrain, du rond central. Il était dans sa moitié de Il saison. était dans sa moitié de terrain, Olivier. Il te swing ça sur la droite. Ça s'en va presque dans les estrades du Soldier Field à Chicago. Ça revient par-dessus la tête à Jonathan Sirois à la 98e, là, ou 94e, un truc comme ça, puis tu perds 4-3. Puis c'est vrai que ça a été un gros point de bascule. Là. Avec le recul, et 100%, je pense que ça a montré un peu de fragilité mentale, c'est un manque de réussite certain, et puis c'était aussi la longueur de ce début de saison, parce que tu parlais du fait qu'on a un peu oublié, mais c'est normal, loin des yeux, loin du cœur. Le CF Montréal... physiquement, de ne pas être là? Je pense que c'est une équipe dont on ne donne pas assez de crédit de ces débuts de saison sur la route, éprouvant. C'est le fun au début, hein, on est en Floride, etc. Il fait chaud par rapport à nous ici qui sommes dans le froid. Mais au bout d'un moment, tu as aussi besoin d'être chez toi. Et de nombreux joueurs du CF Montréal, et c'est ça on s'en a aperçu, n'étaient jamais venus même à Montréal finalement. Ils ont été donc échangés. Ils sont venus faire leur examen médical ici, peut-être 2 jours, boum, t'es parti. Exactement. Mais 2 jours, c'est une escale, là, c'est pas t'installer. Mais 100%, et c'est vrai que ça, année après année, et puis bon, on va partir un débat sur l'hivernisation du stade ou les infrastructures sportives au Québec, mais c'est compliqué, et on a subi le contre-coup par la suite, côté montréalais, avec des mois d'avril et mai très compliqués. Avec le recul, sauf erreur, Victor Wanyama n'était pas rentré dans ce match-là pour closer le match, en bon français. Ça aussi, ça annonçait la suite. Là. Surtout que c'est un joueur qui avait été mis de l'avant par Laurent Courtois, et c'est là où peut-être que justement il y avait une bienveillance, hein. Moi j'estime qu'il y a une bienveillance médiatique et même de la communauté partisane, mais il y avait déjà des signes avant-coureurs qu'il y avait des différences entre le discours et certaines actions qui étaient posées, notamment sur l'usage de Wanyama. T'as aucunement besoin de nous rappeler que Wanyama a joué à Tottenham et que c'est un joueur européen, comme avec une carrière notable, pour après, finalement, ne pas l'utiliser. Hey, t'as raison de dire ça, ça a été le joueur le plus hypé à pas jouer de l'histoire du CF Montréal ou de l'Impact. À chaque fois qu'on parlait à Laurent Courtois, il est extraordinaire, la communication, c'est un mentor. Le leadership, le mentor, merci. Le travail à l'entraînement, il est irréprochable. Je veux vraiment le sonder, je veux m'assurer de savoir quel genre de son de cloche je peux me donner. Puis finalement, dans les estrades. Ouais, t'as pas besoin de dire ça, comme si ça ne suit pas d'action derrière, parce que finalement ça a miné la confiance du joueur, et qui a beau, moi je suis quasiment à tous les entraînements, moi je trouve que dans son attitude il n'y a pas grand chose à redire. Néanmoins... À reprocher, tu veux dire? À reprocher. Moi, genre, vraiment, comme... Tu sais, il traîne pas plus la patte que cela. Et puis même si, genre, comme avec Patrice Bernier, on a beaucoup de discussions sur, justement, la manière de se conduire des joueurs un peu plus expérimentés et des vétérans en entraînement, moi, j'ai rien vraiment à lui reprocher. Sauf que c'est une force d'influence. Et veut pas, ce qui se passe lorsque tu mets ce joueur-là de côté, les autres joueurs se posent des questions et regardent et essaient de comprendre ce qui se passe et autres. Et ils sont influencés inconsciemment par cette situation. Et ça a beaucoup joué sur des Mahala Opoku, sur des Sunusi Ibrahim, sur des joueurs aussi qu'il a un petit peu sur son mentorat. On peut même penser à des Saliba en début de saison, et tous ces joueurs-là qui regardent Victor à la fois comme un grand frère ou à la fois comme un exemple, et qui cherchent à comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? Y en avait-tu 2 comptes Twitter, Victor? Non, je pense pas. Tu sais quoi? C'est drôle parce que j'ai eu une conversation il y a un mois et demi environ, je pense, et c'était avec une personne originaire du Zimbabwe, je pense. Mais je ne peux pas me tromper. Donc d'Afrique australe. Et il me parlait de Victor Wanyama, et c'était drôle parce que je me suis dit, tu parles vraiment de Victor Wanyama? Du même joueur que je pense? Et il en parlait avec une telle justement admiration et aussi une grosse amertume de son traitement au CF Montréal. Et c'est là aussi que tu réalises, ah, ok, Victor Wanyama, pour certaines personnes, signifie beaucoup. Et voir un compte comme celui de Victor Delgado, qui était celui qui avait été indiqué comme un burner à Kant, être un Kenyan, gros fan de Wanyama, d'aller sur tous les débats pour aller défendre Wanyama, et finalement, c'est pas si surprenant. Mais que ça. Le gars est quand même
capable de dire qu'à l'entraînement, il y a des chicanes, puis c'est pour ça qu'un joueur a quitté, tu sais. Sur Twitter X, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de choses. Salutations au sud de la frontière. Justement, au sud de la frontière, il y a les Américaines en Gold Cup au mois de mars qui ont... Est-ce que ce match-là aurait été joué si ça avait été des gars? Non. Et c'est pour ça que je pense que c'est un match important. Un déluge. Oui. C'était à San Diego, right? Ouais, C'était au Snapdragon Stadium. Des conditions exécrables. Et finale de Gold Cup. On en parle souvent, comme ça chaque année, on tient à parler un peu de l'état du foot féminin. Et ce match-là est un exemple parce que ça aurait été une affiche incroyable. Je pense que le Canada avait justement développé cet avantage-là contre les États-Unis sur un terrain neutre. Et on a quand même joué cette compétition. Et pour moi, c'est simplement du foutage de gueule. Excusez-moi du langage. Parce que c'est des femmes. Tout simplement. Ce serait jamais arrivé. Donc, pour ce niveau de compétition. Ouais, une Gold Cup. Allez pas me sortir un 3e tour des FA Cup et me dire que non. Pour ce niveau de compétition, ça serait jamais arrivé chez les hommes. Et malheureusement, le Canada est du mauvais côté de l'histoire. Pour ceux qui ne se rappellent pas ou qui n'ont pas vu les histoires, là, les filles n'étaient pas capables de courir avec le ballon. C'était ridicule. Tu pouvais pas prendre 3 touches. Le ballon, comme quand on était Pee-wee, là, on avait 9-10 ans, puis t'étais pris dans un trou d'eau en juillet parce qu'il y avait un déluge monumental. Exact. Puis là, t'avais 6 kids qui swingaient le ballon, il y avait de l'eau qui revolait. Non, mais c'est vraiment des ça. grosses poches d'eau. Ouais. Tu joues un tournoi à Victoriaville, là, puis au milieu, parce que t'avais des lignes mal tracées, t'avais de l'eau qui s'accumulait. C'était ça. D'ailleurs, stade... ça a été ma finale interprovinciale à Drummondville cette année. T'es sérieux? Très sérieux. Donc, vraiment, je te le dis, c'est pas des conditions pour jouer au foot. Et malheureusement, le Canada a été éliminé. Puis, malheureusement aussi, c'est que cette défaite s'inscrit dans ce rapport de force qui est toujours à l'avantage des États-Unis. Et tu avais l'impression que, quoi qu'on fasse, côté canadienne, les États-Unis vont toujours avoir le meilleur de nous. Et c'était un peu frustrant aussi par rapport à ça. Ce qui était moins tendance que États-Unis-Canada chez les femmes, c'est ce qui se passait en Allemagne au printemps. Pendant que Jürgen Klopp, une légende de Liverpool, annonçait son départ, il y en a un qui faisait jaser de lui parce que ça devenait la cible numéro 1. Finalement, a décidé de ne pas se pointer à Anfield puis de rester en Allemagne. Mais Xabi Alonso, champion avec Bayer Leverkusen, il est comme arrivé de l'ombre un peu, Xabi Alonso, puis il est capable de faire ce que le club n'a jamais fait. Leverkusen, qui était le surnom du Bayern, première fois champion d'Allemagne, et de quelle manière? Invaincu sur l'ensemble de la saison, malheureusement. J'ai l'impression que cette défaite en Coupe de Europa face à Atalanta, qui est finalement leur seule défaite de l'année, a fait en sorte qu'on a oublié cette saison. Ils n'ont pas été le club de l'année, par exemple, à la cérémonie du Ballon d'Or. Bon, ça vaut ce que ça vaut, cette cérémonie, mais j'ai l'impression quand même qu'une équipe qui est championne d'Allemagne devant, que ce soit Dortmund ou le Bayern, et qui est invaincu durant toute l'année, mérite le titre de club de l'année. Ça n'a pas été le cas, mais c'est aussi, je pense, voilà, cette médiatisation, l'intérêt sur les réseaux sociaux, et fait en sorte que t'as ce parcours-là qui passe complètement au tordeur, mais magnifique, et je pense que Alonso, pour le coup, passé par le Real, Liverpool, aussi genre comme fils de joueur professionnel, bref, il est modelé pour réussir, mais ce qu'il a fait avec le Bayern, non, c'est juste extraordinaire. Mais j'ai toujours de la difficulté avec le Bayer Leverkusen parce que j'étais là en demi-finale de Ligue des Champions à l'époque où Ballack jouait avec Leverkusen à Old Trafford. Pour ceux qui suivent le contenu là, de Sky Sports, Roy Keane, Gary Neville, ils font toujours référence. La défaite face à Leverkusen en demi-finale, je pense que c'est en 2002, si je ne me trompe pas. J'étais là pour ce match-là, le match joué en Angleterre. Je suis très heureux pour Xabi Alonso. Je ne suis pas capable, le Bayer Leverkusen. Je suis encore amer 20 quelques années plus tard, mais écoute, c'est pas grave. Je suis un petit peu moins amer que Roy Keane. Ça, je te dirais que ça s'applique pas mal à tous les sujets de sa vie et de la mienne. Au même moment, ou à peu près, quelques semaines plus tard peut-être, il y a Mathieu Choinière, ça sort aux États-Unis avec Tom Bogert qui annonce que Mathieu Choinière aurait, on ne sait toujours pas si c'est vrai ou pas, aurait
demander un échange au CF Montréal, c'était quand même une mini bombe atomique. Ah non, mini, non, majeur. C'est vraiment l'une des plus grosses nouvelles entourant le CF Montréal et peut-être même la plus grosse depuis le rebrand, le re-rebrand du CF Montréal. Donc, pas le départ de Wilfred Nancy? Peut-être parce que ça s'est fait sur une plus longue période. Wilfred Nancy, on l'a vu venir depuis... C'est un bon point. Est-ce que... C'est parce que ça, c'est arrivé de nulle part. Wilfred Nancy, ça s'est fait. Il y a eu l'histoire avec Kansas City en juillet. Là, ça a traîné. Ça a filtré. C'est Jean-François Théotonio, si je ne me trompe pas, qui avait rapporté l'histoire, oui, contre puis là, le Sporting. Tranquillement, on a entendu des infos, mais sorti de nulle part comme ça, passer de 0 à « je veux un échange », Puis comme tu le rappelles, on le sait pas vraiment. Mathieu s'est jamais vraiment caché. Il n'a pas confirmé qu'il y a une demande d'échange, mais a toujours botté en touche avec le rêve européen. Il a demandé un échange. Il a demandé un échange, certain. Bon. Mais pourquoi? Là est la question la plus intéressante, à laquelle on n'a aussi pas de réponse, puisque ça a précipité d'une part le départ d'Olivier Renard. Moi, je mettrais tout mon argent sur la manière avec laquelle l'offre du club a été fait. Offre finale? Ben, à l'époque. C'est ça. Qui finalement... C'est le final qui a été le point de bascule. Ben, tu sais, parce que si tu as une offre un peu insultante, mais tu as le feeling où tu conçois que c'est peut-être juste un point de départ, ben OK, c'est insultant, mais on va se mettre à jaser. À partir du moment où tu dis, ben moi, je veux un échange, c'est parce que tu sens pas que tu peux négocier. Puis, tu as Olivier Renard, après ça, qui dit, ben Mathieu Choinière, je comprends qu'il veuille être payé à sa juste... Tu as même son coach qui dit, parce que c'est le premier pauvre Laurent Courtois, lui, qui est pris à communiquer là-dessus quand personne veut parler parce qu'on s'entend pas, puis il dit, ben je le comprends de vouloir être payé à sa juste valeur. Voyons, c'est parce que l'offre était soit insultante ou, comme tu dis, finale. Mais une offre finale avant qu'on t'en fasse une autre quand on sait que tu es déjà parti. Parce qu'on ne sait toujours pas, c'est toi qui avais posé la question à Gabriel Gervais, si je ne me trompe pas, quand est-ce que vous avez fait cette dernière offre-là, quand on nous a annoncé que finalement Mathieu était parti, on a dit on a fait une autre offre. Oui, mais c'est sûr. Quand le gars est déjà en train de faire étamper son visa pour la Suisse, pour la Suisse, faire une offre, ça vaut ce que ça vaut. T'sais. Non, mais bon, au final, je pense qu'on a réussi avec une petite pirouette de communication à revenir sur nos pattes côté du CF Montréal, parce qu'effectivement, ça reste que c'était le rêve de Mathieu Choinière de jouer en Europe. Ça n'a pas forcément été la manière dont on aurait voulu que ça se passe, et surtout, ça a égratigné énormément l'organisation. Je pense qu'on était tombé à son plus bas du côté du CF Montréal sur l'ensemble de l'année, et que finalement, cette histoire autour de Mathieu Choinière, c'est un mal pour un bien pour un Joël Waterman, dont on estime le leadership et dont je parlais tout à l'heure du contrat. Je crois que c'est une erreur. Un bien pour Waterman, mais c'est là que ça te montre toute l'incohérence des 6 derniers mois, là. Parce que tu veux pas donner... Je vois plus le cas Mathieu Choinière comme un point de départ, finalement, d'une manière de mieux gérer les joueurs dont il y a des intangibles. Parce que mais c'est les mêmes personnes, à part Corey Ray, c'est les mêmes personnes qui sont là. Mais... Vraiment, Olivier Renard n'est pas là, puisqu'entre-temps, il y a ce départ-là. De ce qu'on comprend, Olivier Renard l'aurait donné l'argent. Et c'est là où je pense qu'il y aura un gros nuage gris et des points d'interrogation jusqu'au bout. Et pourquoi vous n'avez pas voulu donner 200 000 à Mathieu Choinière, quand là, maintenant, tu vas donner 200 000 pareil... de plus. 200 000 de plus, oui. Parce qu'il faisait 275, right? Fait que si tu lui donnes 500, 550, moi je pense qu'on s'entend à quelque part, là. C'est probablement l'offre qui a été faite au final. Mais là, tu vas donner plus que ça à Joel Waterman, sachant que une des raisons qu'on a sous-entendu pour un départ, puis on y reviendra tantôt, mais de Laurent Simon, c'est parce que défensivement, on a eu une saison qui était franchement mauvaise avec 64 buts encaissés, effectivement. Mais même si Laurent Simon n'est pas le responsable de la défense. On est d'accord là-dessus, mais quand on a posé la question à savoir pourquoi Laurent Simon s'en va, on a un peu bifurqué vers la défense. Fait que là, c'est des raccourcis, j'en conviens, mais c'est pas moi qui ai choisi cette réponse-là non plus. Mais le pilier de ta défense, tu lui donnes un nouveau contrat. Puis je suis correct avec ça. Laurent Courtois croit beaucoup en lui, croit en son leadership. Il y a le profil aussi, mais dans les faits, il était la constante de cette défense-là aussi. Mais la corrélation que je fais, c'est plutôt sur la leçon apprise. Faut payer notre monde? Oui.
Ben, si c'est ça, Mathieu, merci. J'apprécie ton temps en Europe. Non, mais pour vrai, si c'est ça. Puis c'est un des trucs qu'on souhaite avec la nouvelle structure, c'est qu'elle ait peut-être un peu plus d'argent à dépenser sur des gars avec qui on s'obstinait. Parce qu'Olivier Renard avait beaucoup de qualités. On s'entend, c'était pas le plus flexible pour négocier non plus. Non, puis ça lui avait réussi, que ce soit avec Camacho, avec Wanyama, et même pour l'arrivée de Kamara avant son départ. Je pense qu'il avait plutôt une bonne feuille de route sur cette négociation très serrée, mais il y avait un manque de flexibilité qui, finalement, fait en sorte que lui aussi aurait pu porter cette offre-là, même s'il affirme que c'était pas le cas. Tout dans son pédigré sur les dernières années t'indique qu'il peut aussi être celui qui fait cette offre-là. Ouais. Donc c'était un petit peu compliqué, mais c'est vrai, moi je considère que c'était la nouvelle de l'année. Un peu déçu que ce soit Tom Bogert et pas toi par exemple, ou Vincent et d'autres acteurs majeurs de notre écosystème football, qui ne soit pas celui qui donne cette nouvelle. En mai, t'as le choix. Lionel Messi débarque au Stade Saputo. Jesse Marsh est nommé comme sélectionneur du Canada. Olivier Renard s'en va. Quel mois de mai, hein? Difficile. Alors, je vais prendre, je pense, celui qui a eu le plus de conséquences, je pense, sur moi. C'est la Messi Mania. Parce que à ce moment-là, moi, je pensais vraiment que tu allais dire Olivier Renard qui s'en va. Je suis surpris. Non, Vas-y. non, mais non, je ne fais pas vraiment de conséquences parce qu'il y avait des belles discussions avec Olivier. Mais non, moi, à ce moment-là, j'ai une écœurante titre. De Messi? Non, Messi Mania, pas de Messi, Okay. On va quand même respecter le roi Léo. Mais non, moi plus capable. Et autant C'est quoi? Demande des exemples. Non, mais demande des exemples. C'est tes groupes WhatsApp, c'est Twitter, c'est... Partout. Moi, on me demande des billets que quand il y a Drogba, Messi et autres. Puis j'étais comme, j'ai pas de billets, arrête, laissez-moi tranquille. Mais au-delà de ça, ça venait depuis longtemps. Parce que depuis le mois de octobre, novembre, il y a eu des grosses discussions sur la venue de Messi à Montréal, une grosse discussion sur le prix des billets, sur son intérêt à venir jouer. Il était élu joueur du mois le mois précédent, mais 10 jours après, il ne viendrait pas à Montréal parce qu'on ne serait pas digne de lui. Bref, il y avait tellement de discussions et de débats comme dans tous les sens par rapport à ça, et aussi le fait que finalement le stade était beaucoup plus rose que bleu. Bon, est-ce que c'est surprenant? Oui et non. Comme ça, c'est un autre débat. Les gens sur les arbres, la veille à l'hôtel. Je ne découvre pas que Messi est la vedette sportive. Simplement la MLS me gonflait déjà suffisamment avec Messi, et à ce moment-là, malgré le fait que je pense qu'en 2024 c'est la saison dans laquelle j'ai le plus suivi le CF Montréal, c'est la saison dans laquelle j'ai le moins suivi la MLS. Il y a eu le reste de la ligue à cause de ça. À cause de ça, toutes les fois où j'allais sur mon Apple, tu te fais pousser. J'en pouvais plus. Et ce match de mai, qui a été un très beau match d'ailleurs, Vilsain, quelle performance, je pense que c'est début aussi... de match extraordinaire, CF Montréal qui menait 2-0. Incroyable, comme Piet aussi, un de ses meilleurs matchs de l'année, au four et au moulin. Coup franc stratosphérique aussi, marqué par Miami. Magnifique match. En fait, ça, c'est la meilleure chose que Lionel Messi a fait dans ce match-là, c'est pas être sur le terrain pour ce coup franc-là. C'est vrai. Parce que si Messi est là, probablement qu'il frappe. Ben, oui. En fait, il frappe, puis probablement qu'il marque pas. Puis c'était pas son match. Effectivement, c'était pas son match. Suarez, c'est de voir Suarez et de voir de mes propres yeux, parce que j'ai pas eu la chance de le voir jouer. Non, c'était un gros match, un très beau match, mais la MLS, Messi, à ce moment-là, moi, j'ai coupé. Bon, Olivier Renard, maintenant, qui s'en va, c'était... on le sentait venir, parce qu'il y a eu cette dissension-là après la rumeur de demande d'échange de Mathieu Choinière, mais ça montrait quand même que les dynamiques de pouvoir étaient intenables, puis surtout avaient changé, parce que t'étais là quand on était au point de presse d'Olivier Renard. La grosse affaire qui est ressortie, c'est depuis que Gabriel Gervais est là, les dynamiques ont changé. La communication se fait plus de la même manière, puis ça marche pas, c'est mieux pour tout le monde qu'on se sépare. Et il paye Hernan Losada. Je pense qu'on n'en parle pas suffisamment, mais c'est dans sa cour 100%, parce que Olivier Renard a été le VP foot et avait les pleins pouvoirs. Ça veut dire que ça veut dire dans un club comme le CF Montréal, mais il s'est trompé lourdement avec Losada. As-tu, 2 ans plus tard, là, comment
Comment on est arrivé à Hernan Losada? Tu sais, lui, on peut-il donner un concessionnaire de char, Hernan Losada? C'est sûr qu'il est le meilleur vendeur de l'histoire de l'humanité. Comment il a fait pour, malgré les faits, là, on savait que c'était un gars plus de contre-attaque, plus direct, qui n'avait rien à voir avec Wilfried Nancy. Il s'assoit, je ne sais pas si c'est un PowerPoint, je ne sais pas si c'est juste en allant manger, puis sa personnalité est charmante, mais il réussit, de ce qu'on comprend, là, à vendre qu'il va être une nouvelle version de Wilfried Nancy. Finalement, il est juste une nouvelle version de lui-même dans un autre club. Puis là, on se dit, ouais, ben, c'est pas ce qu'il nous avait dit. Mais comment on est passé à côté? Il a pour lui, avant d'ici, son parcours en Belgique, où son équipe jouait plutôt du bon football, mais sans être une nouvelle version de Nancy. Moi, c'est plutôt comment tu peux penser que Losada est dans la continuité de ton projet. Ouais, c'est ça. Il n'y a aucun rapport dans entre, le profil ou entre ce qu'il les entraînements, fait. humainement, sportivement. C'est là que je comprends pas. Olivier Renard, il a fait des erreurs en termes de recrutement. Mais c'est des erreurs où tu dis, ben ça n'a pas fonctionné, mais je comprends sur papier ce que tu voulais faire. Tu es allé chercher tel gars parce que c'est un Canadien, ça ne te coûtait pas de place internationale, ou tu as payé un petit peu plus pour lui, mais c'est un gars que tu devais attirer en MLS, il y avait d'autres options en Europe. Hernan Losada, au début, on a juste donné le bénéfice du doute. Oui, bien sûr, mais parce que c'est ce qu'on fait, mais en même temps, il n'y avait aucun rapport, et il y avait aussi des red flags. Comme, oui, l'histoire de nourriture, puis les gars se faisaient chicaner à DC parce qu'ils mangeaient une patate frite au mois de... Non, mais c'était quasiment ça, là. Il était présenté comme un dictateur, puis ça avait été documenté. C'était pas juste des rumeurs de couloir ou de vestiaire. Il y a des articles qui ont été écrits là-dessus. Bref, je comprends toujours pas comment on a choisi ce gars-là, sachant à quel point on a été méticuleux sur les profils qu'on a recrutés avant ça. Et je pense que cette question-là, beaucoup sont posés la même question en haut lieu et a fait perdre énormément de crédit à Olivier Renard qui, dans une situation où lui ne veut pas être un simple exécutant, a conduit aux nombreuses frictions qui existaient déjà. Enfin, on ne va pas non plus faire semblant que tout était rose avant. Par contre, là, on arrivait à un point de bascule. Aussi, d'un point de vue personnel, pour Olivier Renard, il y a beaucoup de choses qui se passaient aussi dans sa vie qui lui ont fait dire que finalement, il était plus à sa place du côté du CF Montréal. Jesse Marsch, quand même une belle surprise de le voir débarquer. Je continue d'être convaincu que Jesse Marsch, avant John Herdman, ça n'existe pas. C'est pas possible. C'est pas le genre de gars qui aurait été capable de faire le travail de fond pour créer une structure puis amener les joueurs à croire en leur capacité à se retrouver à une Coupe du Monde. Mais c'est le gars parfait pour prendre le relais. Oui. Je ne l'aurais pas dit avant, parce que malgré son pedigree, que ce soit à Leeds, à Salzbourg... Tu le disais pas en mai. Non, je ne disais pas en mai. Parce que là où moi, Jesse Marsch m'a beaucoup impressionné, au-delà du jeu, qui est en soi très impressionnant, c'est ce qu'il veut mettre en place. Je pensais que tu allais me dire, c'est quand il a pété une coche avec les organisateurs de la Copa América. Non, mais pour vrai, c'était bon. John Herdman n'aurait jamais fait ça. Lui, non, mais Jesse Marsch est un Américain aux États-Unis qui dit, vous nous riez en pleine face, vous sortez, c'était quoi? C'était 7 minutes, 11 minutes plus tard. C'était l'Argentine, hein? Il dit, c'est pas sérieux, vous nous traitez comme des citoyens de deuxième classe. Puis ça, c'est le genre de truc où tu fais, oh, attends, là c'est plus seulement d'espérer avoir une place dans la pièce avec les grands, c'est de dire non, on veut être assis à table puis donnez-nous la même chose que les autres. Il y a une très grande conscience de qui il est et de quel rôle il peut jouer et à quel point sa voix peut servir d'un point de vue externe. Et ça, il le fait très bien. Parce que quelques semaines plus tôt, on parlait de lui comme sélectionneur des États-Unis. Effectivement. Mais là où je suis vraiment le plus surpris, c'est sur sa voix à l'interne. Je pense qu'il utilise à la fois aussi avec Kevin Blue en partenariat, son influence, son pouvoir d'influence pour changer les choses dans la fédération canadienne. Et ça a été évident sur l'année. On a vu des choses qu'on ne voyait pas, comme ce camp de préparation à Montréal, comme ces rencontres aussi avec les entraîneurs, avec les clubs locaux. Une attitude qui proactive d'une personne qui veut vraiment marquer son empreinte, mais aussi amener le Canada à un autre niveau, un autre rent. Bon, qui n'était pas vraiment, mais ces discussions sur Moïse Bombito,
Je pense que c'est significatif et quelque chose que Herdman, en tout cas pas de mon souvenir, n'a jamais fait. Donc moi je suis d'accord avec toi, il est venu après et c'était bon, c'était parfait comme ça. Et je crois que quand on parle un peu de next level, pour la prochaine étape, c'était ça qu'il fallait au Canada. Ouais, Jesse Marsch, c'est certain que aller faire un travail avec les coachs puis avec la communauté dans des marchés MLS, quand c'est les propriétaires de MLS qui payent ton salaire, c'est peut-être un petit peu plus motivant. Mais dans les faits, moi de voir, ça me rentre pas dans la tête encore que cette année, l'athlète canadien le plus connu sur la planète, c'est Alphonso Davies. On s'entend? Parce que là, il y a des athlètes qui sont beaucoup plus reconnus ici en Amérique du Nord. Mais sur la planète, il n'y a personne qui approche Alphonso Davies. Il signait des autographes à Laval. Ah, mais c'était incroyable. C'est fou raide, là. Ce qui s'est passé. Genre, comme je pense que dans mes notes, j'ai écrit historique, puis genre, comme c'est pas, j'assume. C'est fou ce qui s'est passé. Et c'est au-delà de ramener. Ça, c'était à l'automne, là. C'était pas à l'automne, mais c'est au-delà de ramener Koné à Saint-Laurent. Dire comme, non, c'est vraiment que l'ensemble de l'équipe aille dans, je pense, presque 8 clubs. Saint-Jean-sur-Richelieu, Notre-Dame-de-Grâce, si je ne me trompe pas, Laval. Laval, non, c'était vraiment extraordinaire ce qui s'est passé. Puis, petite anecdote, genre comme j'ai eu la chance, moi, d'assister à une présentation du projet de jeu de Jesse Marsch qu'il a fait auprès des entraîneurs locaux, où il a pris un temps fou. Au lit, ça a duré plus de 2 heures, facile, dans laquelle il expliquait vraiment schéma par schéma, action de jeu par action de jeu, qu'est-ce qu'il voulait mettre en place pour l'équipe canadienne. Et ce temps-là qu'il a donné, il a donné son adresse courriel à tous ceux qui étaient présents, là, personnel, là, si vous avez besoin de moi, écrivez-moi. Il veut assumer ce rôle-là, cette proximité. Donc, dans le chapeau à lui, je ne l'aurais pas pensé aussi donnant de sa personnalité. Puis après, sur le terrain, on arrive à la Copa. Justement, là, c'est ça. Après ça, c'est la Copa América qui s'en vient. Tu te retrouves avec un match pour... Tu sais, puis tu joues les Pays-Bas, ça se passe pas super bien. Tu affrontes la France, ça c'est 2 matchs amicaux pré-Copa América, tu fais 0-0. Après ça, c'est l'Argentine. Hey, t'aurais pu te faire exploser le 6, 4 puis 5. Je veux dire, mettons que tu passes complètement à côté de ces 3 matchs-là. Le narratif est franchement différent qu'un Jesse Marsch qui finalement se rend jusqu'au match pour la 3e place face à l'Uruguay en Copa América. Je pense qu'il ne pouvait pas faire pire comme introduction, ça c'est évident, pire comme opposition pour s'introduire à ce poste-là, mais il a réussi, et malgré le 4-0 contre les Pays-Bas, même si le match contre la France, t'es dominé, mais tu te crées des occasions qui montrent un courage et un style de jeu que je pense correspond essentiellement au Canada. La fameuse vitesse dont on parle depuis les qualifications de la Coupe du Monde pour 2022, il sait comment l'utiliser et défensivement et offensivement. C'est une équipe qui est beaucoup plus brave, qui va plus haut, qui utilise les fameuses 5 secondes pour essayer de chasser les ballons. Il y a beaucoup plus de solidarité. On est au-delà de la communication, brotherhood, qu'on avait un petit peu justement au-delà de la qualification. Il y a ce côté-là que je pose ce geste sur le terrain, sachant que derrière, le joueur va faire ça. Et c'est là où cette solidarité-là se présente. Et c'est impressionnant ce qu'ils ont fait. C'est pas un hasard, leur 4e place. Et c'est pas la Gold Cup. Hein. Vraiment que les gens c'est la Copa América. Ouais, c'est ça. C'est vraiment une performance de très haut niveau qui donne enfin ses ambitions. Parce qu'il y a peut-être 5-6 ans, lorsqu'on se projetait sur la Coupe du Monde 2026, chaque fois que tu as un pays hôte, tu veux penser au dernier carré. Tu te dis, bon, 5-6 ans, dernier carré Canada, je vois pas comment on serait arrivé là. Hey, on avait peur d'Haïti en match de barrage en 2021 pour arriver dans l'octogonal. Pour vrai, là, c'était une sérieuse crainte à l'époque qui était légitime, basée sur les faux pas du passé. Ça fait pas 8 ans, là? Non, alors que là, maintenant, tout d'un coup, tu as une équipe très solide, ambitieuse. Je parle beaucoup de la Gold Cup 2025. C'est une compétition qu'il faut absolument aller gagner côté canadien. Et c'est des belles ambitions à l'aune de la Coupe du Monde 2026. Ils sont tous sortis des systèmes de ventilation à Miami après la finale de Copa América? Une catastrophe. Et je pense que c'est là aussi on voit quand même la bienveillance médiatique. Là, parce que autant on était sur les côtes du Qatar pour la compétition, autant les États-Unis ont carte blanche et t'as l'impression que tout va bien se passer dans le meilleur des mondes, alors qu'il y a quand même pire que ça. Il y a un narratif qui est quasiment, c'est les étrangers. Nous... Oui.
C'est vrai. Nous, quand on a un match de football ici, ça se passe bien, mais là, tu sais, culturellement, c'est des Sud-Américains. Ouais, mais t'as jamais regardé un documentaire sur ce qui se passe en Argentine, toi? Je veux dire... Non, d'une part, et en plus, c'est factuellement faux, vu la communauté, la diaspora, qui est essentiellement américaine, mais qui vont supporter, que ce soit le Mexique, l'Argentine ou autre. On l'a échappé solide, et il faut faire attention parce que c'est pas une compétition qui s'est bien passée d'un point de vue logistique et organisation. Hey, ça se bat dans les estrades. Avec l'Uruguay notamment, tu parlais de Jesse Marsh, et aussi c'est quoi l'Argentine qui, eux, prenaient 20 minutes de pause. Non. Parce que ça leur tentait. Non, mais si Jesse Marsh parle pas, il y a 3 coachs qui ont été sanctionnés, si je me trompe pas. Ces coachs-là sont jamais sanctionnés si Jesse Marsh s'en plaint pas. Bref, bravo Jesse. Il y avait un euro aussi? Oui, passer un petit peu... je ne dirais pas sous l'anonymat, on va pas non plus exagérer, mais j'ai l'impression qu'il est venu trop vite. Tu sais, ce temps qu'il y a entre la fin de Ligue des Champions, dont on a complètement oublié qu'elle était remportée par le Real Madrid, et le début de l'Euro, généralement c'est 2 à 3 semaines où on se prépare, on a même quelques matchs amicaux et autres. Là, ça vient beaucoup trop rapidement. En plus, année olympique. Ça, c'est d'un point de vue micro, mais macro, la Coupe du Monde, c'était tard, c'était au mois de décembre 2022 aussi, là, donc tout est en genre de contraction. Et malgré ça, bon, la victoire de l'Espagne, cette victoire collective, Lamine Yamal aussi qui se révèle au monde, j'ai l'impression que ça a moins d'impact qu'avant. Est-ce que c'est de mon fait? Je crois pas. Je crois que vraiment que ce calendrier, cette boulimie de foot nous fait moins apprécier cette compétition, cette belle compétition. Je me suis un peu réconcilié d'ailleurs avec le format à 24 équipes, mais bon, on a des joueurs qui étaient un peu sur les rotules, fatigués, que ce soit l'Allemagne, l'Italie, la France. C'était pas du beau football globalement. Il n'y a pas beaucoup d'histoire qui ressort de cette compétition. Et ça, je pense que c'est quelque chose que l'UEFA, avec la FIFA, doivent comme réfléchir. Dans la catégorie clash entre tes expériences, difficile de trouver mieux que les 2 derniers Jeux olympiques de l'équipe nationale féminine. Wow. Tu gagnes à Tokyo. Déjà, c'était des jeux pandémiques là, genre en 2021, mais tu les gagnes avec Kristen Sinclair, puis là, tu t'en vas faire voler un drone, puis tout explose. Incroyable. Vraiment incroyable. Et puis, c'est les Jeux Olympiques. Je pense qu'il n'y a pas plus grosse vitrine par rapport à la triche. Il y a le Tour de France un petit peu aussi, mais genre comme, où vraiment cette hypersensibilité par rapport à tout ce qui viendrait manquer à l'intégrité, à l'éthique. Surtout pour un Canada qui est l'apôtre des bonnes manières. Là. Oli, là, ils auraient triché à la Coupe du Monde, que ça aurait été un moins grand scandale que les Jeux Olympiques. Et on se comprend. C'était fou, là. C'était juste fou. Je m'en souviens. Je suis tellement content d'avoir été en vacances. Pour vrai, mon téléphone a sonné, puis par principe, j'ai dit non, parce qu'il y a tellement peu... Les gens nous parlent beaucoup, tu sais, au soccer, t'as l'été, puis après ça, quand c'est l'hiver, ben t'as l'Europe qui tourne. Ça arrête jamais, contrairement à la NFL, contrairement au hockey, au basket ou peu importe. Puis il y a des moments où quand je prends quelques jours en vacances avec la famille, par principe, je coupe, parce que sinon, ça arrête jamais. Mais là, Et j'ai dit au moins 5 fois le mot bienveillance dans ce podcast, mais je t'en parle souvent et on est gentil. On est très gentil. Parce qu'une fois que le scandale est arrivé et que des langues se sont déliées et qu'on a appris qu'il y avait une culture qui n'était pas optimale autour de Beth Pressman et de ce qu'elle... Qui remontait et qui allait du côté des gars. Et là, tout d'un coup, tu te dis... Si un travail peut-être un peu plus... C'est pas un travail médiatique, c'est pas ça. Mais parfois, on ne cherche pas la petite bête. Et contrairement à des cultures sportives anglaises, françaises, espagnoles, latines, où on cherche constamment la petite bête, ça fait longtemps que ça aurait été exposé, genre comme c'est ce qui s'est passé au-delà des drones, parce qu'il y a la culture des drones, genre quand même chez Erdmann, mais le fait que c'était pas si rose que ça du côté du Canada. Et je pense que si ce scandale n'éclate pas, je crois que Beth Pressman est encore là en charge et personne ne se pose trop de questions des dynamiques internes. Puis ça, c'est un peu décevant.
Avec le recul, John Herdman qui démissionne au Toronto FC. Ouais, ceci explique cela. Mais d'un point de vue sportif, la victoire du Canada contre la France, le but de Vanessa Gilles, moi, c'est des gros highlights de avec moins 6 c'était... Moins 6 points et cette qualification. Ensuite, finalement... Honnêtement, être éliminé, c'était en 8e, j'oublie tout le temps, c'était en 8e ou encore en 8e. Être éliminé en 8e, c'est quasiment un meilleur tournoi olympique qu'en 2021. Question à poser aux filles, même si gagner une médaille, il n'y a rien de plus beau, mais en termes d'émotion réelle, parce que on le sait. Puis de qualité de jeu aussi, je te dirais. Voilà. Moi, j'assume ma position de très critique du tournoi de Tokyo. Ouais. Je l'assume. Non, au sortir, on avait dit là, il faut absolument célébrer ça, c'est extraordinaire, mais dans le contenu, il ne faut pas jouer à l'autruche non plus. Là. Alors que là, ce qui a été montré par le Canada, très très intéressant. D'ailleurs, ils finissent l'année invaincus en temps réglementaire. Et ça, je pense, c'est la première fois pour le programme. Ça, tu sais qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé quand tu es obligé de... dans une coupe de match, quand tu es obligé de préfacer en temps réglementaire. C'est à l'été que Corey Ray est débarqué chez le CF Montréal. Y a-tu quelqu'un qui a parlé à Corey Ray depuis ce temps-là? Pas on va-tu y parler, on va parler à qui? J'espère. Corey Ray, Luca, Simone... Gabriel, c'est pas caché que c'est à lui qu'on parlerait. Mais ça veut dire qu'on parle jamais aux autres? Pas jamais, mais... Hey, Vassili Kremandidis, là, moi, quand il venait faire un petit brin de jazzette à la radio, on apprenait plein de trucs, on comprenait des... Moi, je pense que pour comprendre le projet, puis qu'il n'y ait pas un retour à ce feeling-là de l'époque Nick DeSantis, qui n'avait pas le droit de parler, je pense que l'intention, c'était de protéger le club, puis pas braquer les médias sur lui, mais... ça donnait un sentiment d'opaque qui servait pas la cause dans son ensemble. Aussi parce que l'opacité, oui, c'était ce qu'on ressentait, mais est-ce qu'on était vraiment sur un même son de cloche, sur la même longueur d'onde? T'as l'impression que toutes les fois où on cache des assistants, ou on cache des collègues et qu'on veut qu'une seule personne parle, c'est surtout parce qu'on a peur que l'autre vienne dire complètement l'inverse. Mais si c'est ça, c'est parce que ton système est bancal, il marche pas? Sûrement, mais peut-être la façon la plus efficace de contrer ça, c'est d'avoir une seule personne qui vient. Et malheureusement, Laurent Courtois a été cette année beaucoup la personne qui venait au bat. Hey, pauvre gars. Puis là, Gabriel Gervais a assumé ce rôle puisqu'il avait la double casquette de président et de directeur sportif sur la fin de l'année. J'ose espérer que ça changera tranquillement, pas vite. Parce qu'on a besoin aussi comme d'autres personnes qui aussi montrent leur valeur ajoutée individuelle au projet. Mais surtout, sachant que c'est les fils de Joey. Là. Oui. Tu sais, à un moment donné, puis moi, je pense qu'il faut que tu leur donnes des répétitions. Eux contrôlent le moment. Envoie-les avec Gabriel une fois de temps en temps. Gabriel sera le tuteur, il sera le vétéran de... Mais à terme, tu as décidé de les placer dans un rôle de directeur principal. Ils sont pas capables de parler de... Puis, tu sais, des gars qui gèrent le cap salarial, l'académie, c'est des trucs... Hein? Tout. Oui, c'est exactement. Puis Corey Ray, lui, il est directeur soccer, les nuances de direction. Qu'est-ce qui se passe avec Kylian? Parce que ça, c'est l'histoire de l'automne. Le flop, si on veut, de l'automne, puis ça s'explique par 1 milliard de facteurs différents, mais toutes ces années, j'y vais pas, je reste pas, je m'en vais pas. Et que t'étais tanné de cette histoire. Non, mais là, à un moment donné, on peut passer un été sans se demander si Kylian déménage du 1er à Madrid? Puis là, c'est arrivé, puis waouh! Oui, c'est arrivé un peu trop tard. Est-ce que c'est pour ça? On a trop attendu, puis là, en partie. Il y a trop de pression, trop d'attente. Il y a 2 ans, le côté gauche, il est pour lui. Vinicius n'est pas encore Vinicius. Et je pense que ça le met dans les meilleures conditions. C'est aussi arrivé trop tard parce que ça a compliqué sa fin de relation, sa fin d'histoire avec le Paris Saint-Germain. Chose que je crois l'a aussi affecté. Et du côté de Kylian, c'est aussi... parfois que tu te mets des attentes, ça c'était un rêve, un rêve de gosse. Mais à un moment où ça devenait concret, tu t'es placé des attentes et t'as projeté ton arrivée au Real Madrid et forcément il y a un écart entre la réalité et ce qui se passe dans ta tête. Et pour toutes ces raisons-là, dans un Real Madrid qui, je rappelle encore une fois, est champion en titre et qui n'a pas forcément besoin sportivement d'un Kylian Mbappé. Et ça montre quand même, c'est à quel point c'est un monstre, le Real Madrid. Parce que... T'attendais-tu à ce que ce soit
difficile pour Mbappé. On savait que sportivement, bon, tu le places où, mais moi, je me disais, il va, au début, là, ça allait pas bien les premiers matchs, puis tu te dis, ça va se replacer. Là, tu te rends compte à quel point l'endroit est tellement royal, tellement princier, a tellement de succès, la marge d'erreur est inexistante, puis même un gars comme lui. Oui, et puis maintenant, la charge de preuve s'est inversée. Le capital sympathie et image du Real Madrid n'est pas celui du PSG. C'était assez facile de blâmer le Paris Saint-Germain pour des contre-performances de Mbappé, ce qui n'est pas du tout le cas du Real Madrid. Nous, on considère que eux, ils sont très loin d'être problématiques. D'ailleurs, c'est le meilleur club du monde. Donc si ça ne marche pas, c'est ta faute. Donc là, c'est compliqué pour lui, même si c'est pas si compliqué. Hein. C'est compliqué pour lui dans les standards de Mbappé. Hein. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir une vie compliquée comme celle de Mbappé. Là. Il faut le rappeler parce que c'est aussi le lot de ces très très grands joueurs. Parfois, tu es comme, oh, c'est quoi ce match de LeBron? Ouais, c'est quand même 25 points. Là. Mais pour le coup, c'était aussi cette transition tactique et sportive de ce rôle d'avant-centre qui est un peu une forme de nécessité parce que il défend pas. Hein. Je pense que c'est compliqué dans le football moderne de ne pas défendre et ça devient compliqué de le faire jouer sur un côté. Du côté de, je pense, que ce soit de Galtier, de Deschamps, d'Enrique et aujourd'hui d'Ancelotti, on arrive tous à la même conclusion. Va dans l'axe. Parce que nous, on a besoin de moins de 10 personnes qui défendent. Et lui doit s'y faire à ça. Je ne m'inquiète pas. Vraiment pas. Parce que j'ai un gros parti pris, comme Pogba, comme Mbappé. Pogba, tu connais mes partis pris. Mais je ne m'inquiète pas pour lui. Je pense que ça va se replacer. Mais c'est vrai que c'est le premier creux au niveau de sa carrière. On va clencher les quelques sujets qui nous restent. On ne s'est pas consulté avant de se pointer ici en studio. Mais tu as ta casquette. J'ai mon Audi des Roses de Montréal qui ont fait un lancement extraordinaire à l'automne. Reste encore beaucoup de travail à faire pour mettre une équipe compétitive sur le terrain, mais en termes de brand puis en termes de premier contact, de mise au monde, si on veut, des Roses de Montréal, difficile de demander mieux. Non, c'est une réussite vraiment sur tous les points. Ce lancement auquel on a assisté était d'un grand professionnalisme. Communautaire aussi, je pense que c'était la famille du football, du sport qui s'est réunie et on a senti tout de suite la vision et l'approche du côté des Roses, inclusive, participative, que ces investisseurs, ambassadeurs qui vont d'Étienne Boulet à Isabelle Etier, en passant par Patrice Bernier, Max Crépeau et d'autres, montrent que c'est un projet qui veut être ancré dans Montréal, mais qui va aussi au-delà de simplement d'une équipe de foot. Là. Et pour le coup, pour justement régulièrement pouvoir parler que ce soit avec Marinette Pichon, Isabelle Chevalier, tout le monde qui fait ce projet, on a hâte, mais je pense qu'on a vraiment déjà très bien travaillé. Le CF Montréal a eu un bon début de saison, on en parlait, un creux de vague important à l'été. Merci Joseph Martinez pour la fin de saison. Merci Corey Webb aussi pour le mercato avec Caden Clark réussi. Entre autres. Après, Joseph Martinez n'est plus là. Laurent Courtois, Caden Clark et les autres qui sont arrivés au mercato estival le sont toujours. Ça va être intéressant de voir ce qui va se passer l'an prochain, mais on s'entend que c'est ce qui a sauvé la saison. Oui, sauvé, c'est le terme. T'es pas bien meilleur que l'an dernier. Sauf que tu es juste au-dessus de la ligne rouge. Et pour le coup... Puis tu as Joseph Martinez. Oui, qui change tout. Parce que ça fait longtemps que tu n'avais pas un attaquant. C'est là que ça te montre, l'attaquant, puis Fred, on en parle souvent, du profil, puis tout ça. Mais moi, à quelque part, le profil, là, en attendant que l'équipe ait vraiment sa manière de jouer, puis tu le vois semaine après semaine, peu importe les résultats, mais tu vois que dans le jeu, on a toujours les mêmes intentions. Ben rendu là, tu me plugueras un attaquant qui cadre parfaitement avec ça. D'ici là, un gars qui marque, s'il vous plaît, pour acheter du temps. Oui, surtout dans une équipe qui défensivement a pris l'eau au complet. En plus. On avait besoin de Joseph Martinez. Il avait aussi besoin de sauver sa saison. Lui qui... on n'en parle pas assez. Hein. La Copa, il l'a manqué avec le Venezuela à cause de sa blessure. Ça lui a fait très, très, très mal dans la tête. Mais... Il a réussi au moment où il fallait, avec aussi l'apport d'un Caden Clark, notamment, mais une meilleure dynamique. Ces matchs à domicile aussi, parce que le débalancement du calendrier fait que Montréal finit fort à domicile. Et c'est sauvé. Voilà. Maintenant,
On va pas non plus réécrire l'histoire. C'est pas une saison qui reste mémorable du côté du CF Montréal. Et on l'espère que ce sera plus fondateur pour la suite et qu'on pourra regarder cette saison-là en disant ah, ok, on a mis en place des éléments pour la suite. Mais ce sera sans Joseph Martinez. Et tu fais bien de le rappeler. Et ça, c'est un gros chantier pour le CF Montréal. Sans Joseph Martinez, avec on sait pas qui. Ça, Avec combien, surtout? D'argent? Oui. Voilà, j'espère tout l'argent disponible de Joseph et tout l'argent disponible de Victor Wanyama. Au moins. Après, au moins. Ça va être intéressant de voir si on a plus d'argent disponible maintenant qu'il y a la nouvelle structure en place et surtout les gens qui composent cette nouvelle structure-là. En terminant, Rodri, récompensé. Wilfried Nancy, récompensé. LA Galaxy, récompensé. Alors, dans l'ordre, Rodri, qui est le symbole de cet euro qu'on a complètement oublié, remporté par l'Espagne. City qui... T'es pas obligé de qualifier. Peu importe le tournoi, cette année, c'est l'Espagne qui a gagné. Les gars, les filles... Ah non, c'est incroyable. Mais même dans les catégories ouais, jeunes. Je sais. C'est incroyable à quel point... Intouchable. Non, mais et je pense que c'est ça aussi. Il est récompensé pour ça. C'est plus un symbole qu'autre chose, parce que c'est très loin d'être le meilleur milieu espagnol comme des 20 dernières années. Néanmoins, c'est lui qui a le ballon d'or. Bravo à lui. On voit les conséquences de son absence sur City en ce moment. Guardiola en perd pas les cheveux, mais se gratter la tête, là, c'était un peu spécial ce qui lui arrivait. Mais voilà, bravo à Rodri pour ce ballon d'or. Déçu quand même pour Vinicius, je ne vais pas te le cacher. Pour moi, j'aurais jamais imaginé en mai dernier que le ballon d'or échappe à Vinicius ou à Bellingham. Ouais. Genre à quel point comme il marchait sur l'eau et avec même la finale de l'Angleterre, voilà, bref. Mais je pense qu'on s'est un petit peu dispersé, comme Liverpool aussi s'était dispersé avec Van Dijk, Mané et Salah à une époque, je pense 2019, je crois. Donc voilà, donc quand tu as trop de bons joueurs, généralement, il n'y a personne qui émerge. Mais voilà, bravo à Rodri. Et les Galaxy, moi j'ai rien suivi de la MLS, donc bravo à eux. Donc j'imagine qu'ils ont bien fait les choses. C'est rare que je te dise ça. Honnêtement, ils ont été top. Puis ce qui est extraordinaire, c'est quand tu vas chercher un ancien employé du LAFC qui arrive avec ses petits cartons des cibles de recrutement du LAFC, tu les recrutes avec le Galaxy, puis tu gagnes la MLS Cup d'en face de ils ont bien... Mais franchement, je suis passé complètement à côté de c'est une belle équipe. De la saison de MLS. Et bravo à Wilfried, troisième fois qu'il est candidat au titre de coach de l'année. Bravo à lui, je suis tellement fier, tellement content, heureux pour lui, pour son football. Et j'ai hâte à la suite, parce que bon... Je pense pas qu'il s'inscrive dans la durée à Columbus. Je pense pas que ce soit. Moi, je te pose une question. C'est pas son destin. À beaucoup plus court terme, est-ce qu'il recoach un autre match l'an prochain en MLS? C'est un calendrier spécial, hein, et que je pense que on n'en a pas parlé vraiment, mais je pense que le fait d'arriver en janvier, c'est des projets en crise, qui auront besoin d'un nouveau coach. C'est spécial un peu. Genre, comme on serait sur le même calendrier qu'européen, ma réponse est non. En terminant, sur une échelle de 1 à 10, ton enthousiasme pour la Coupe du monde des clubs l'an prochain? 0. La compétition de tu disais la même chose pour la League Cup au début. Et effectivement, je vais encore suivre tous les matchs. Parce que c'est ça le problème. C'est parce qu'il y a des gens comme moi qui n'aiment pas ces compétitions. Parce que je sais que ça va fonctionner. Et qui regardent tous les matchs pareils. Bon. Et il faut qu'il y ait encore plus de compétition. D'ici là, nous, il faut libérer le studio. Donc, je te remercie. C'est toujours un grand plaisir d'être capable de faire ces revues de l'année avec toi. Va te reposer un peu parce que tu as des matchs en masse à voir l'année prochaine. Merci, Oli. Grand plaisir et à une prochaine.